Merci à vous, une fois encore, Nadège Gouegny. Pierre Nkurunziza aurait donc campé sur sa position, très intransigeant d'ailleurs. Il est, je dirais comme ça, en rejetant les appels au dialogue avec l'opposition et surtout l'envoi d'une force africaine de 5000 hommes de l'Union africaine au Burundi. Il a rencontré la délégation de l'ONU vendredi dernier. Il aurait dit non à toutes les propositions. Luc Michel, rebonsoir. Je suppose que votre position sur le dossier du Burundi, où vous défendez bec et ongle le gouvernement de Nkurunziza, n'a pas changé. Luc Michel. Je pense que maintenant les téléspectateurs d'Afrique Média l'ont compris. Moi, je défends le gouvernement, je le répète, légal, légitime, démocratiquement élu de Bujumbura. Certains adversaires sur les réseaux sociaux m'ont appelé l'avocat du diable. Je vais dire que c'est un honneur pour moi. C'est l'injure qu'on lançait au visage de Maître Vergès lorsqu'il défendait notamment Milosevic. Un des plus beaux moments de mon parcours politique, ça a précisément été ma défense de Milosevic et des prisonniers politiques yougoslaves avec le regretté Jacques Vergès. C'est un échec général à la fois de l'ONU et de la diplomatie internationale. Pourquoi ça ne marche pas au Burundi? Moi, je vais vous dire la raison. Parce que le gouvernement du Burundi, la majorité des Burundais, évidemment, ne sont pas là pour abdiquer, ne sont pas là pour se rendre. Moi, je n'ai pas une grande estime, ni pour les Nations Unies, qui n'ont apporté ni la paix ni le bonheur au peuple de la Terre depuis 1945, qui sont, en fait, un espèce de syndicat des vainqueurs, ceux du Conseil de sécurité en 1945, qui sont toujours là en 2015. La deuxième chose, évidemment, je ne crois pas beaucoup non plus à la diplomatie internationale. Les Russes actuellement font beaucoup de diplomatie, mais on va quand même rappeler qu'autre chose, dans un grand moment où il a dit la vérité aux Russes les yeux, dans le fameux discours de Valdaï en septembre 2014, Vladimir Poutine a expliqué que la diplomatie, c'était le monde du mensonge et le langage du mensonge, c'est ce que je pense. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et pourquoi aussi, parce que c'est le corollaire, pourquoi est-ce que le Burundi tient bon? Pourquoi est-ce que la révolution de couleur a échappé, n'a pas marché? Pourquoi est-ce que le putsch du mois de mai n'a pas marché? Pourquoi est-ce que les élections se sont faites malgré tout? Pourquoi est-ce que même aujourd'hui les escadrons de la mort ne réussissent pas à provoquer la guerre civile que les ennemis du Burundi annoncent? C'est parce que nous ne sommes plus dans le Burundi de 2003 ou des 15 années précédentes. Nous ne sommes plus dans le Burundi des génocides. Nous ne sommes plus dans le Burundi des accords d'Arusha, accords mal ficelés où Nelson Mandela a très mal travaillé parce qu'il a laissé toutes les portes ouvertes, instaurant notamment ce qu'il ne fallait pas au Burundi, des quotas ethniques notamment au Parlement, dans l'administration et dans l'armée. Ça n'a pas marché parce qu'aujourd'hui la nation burundaise est unie, les Houthis, les Tutsis, et même ceux qu'on oublie, il y a une troisième ethnie au Burundi dont je n'entends jamais parler, ni ceux qui crient haro sur Nkurunziza, notamment sur les plateaux d'Afrique Média, ni les politicards de Washington, de Bruxelles ou de Paris. Ce sont les populations nilotiques, les pygmées, qui pour la première fois de l'histoire du Burundi, après le mandat colonial belge, après la colonisation allemande, après les 2 décennies de génocide, ont enfin leur place au sein des institutions du pouvoir de l'armée. Le peuple burundi est uni. C'est aussi pour ça que le coup d'État au mois de mai n'a pas marché. Ceux qui ont cru, les Occidentaux, qu'ils allaient relancer le Burundi dans 2 décennies tragiques, se sont... D'accord. S'il vous plaît, messieurs, le débat va se passer en direct. Merci pour votre bonne compréhension. Une toute dernière question à Luc Michel. Vous dites que les Occidentaux, en particulier les Belges, sont très mal placés pour parler de génocide au Burundi. Je vais ajouter quelque chose.
Et franchement, c'est que dans toute cette affaire, c'est le culot monstrueux des Occidentaux. Parce que l'Union africaine, elle ne fait que lire un discours qui a été écrit par l'Union européenne à Bruxelles. Et l'Union européenne, elle ne fait que lire elle-même un autre discours qui a été écrit par Obama et le State Department lorsqu'en août 2014, lors du sommet USA African Leader, le président américain a décidé que 15 à 20 chefs d'État africains devaient partir, dont Nkurunziza. Nkurunziza, qui n'est pas un vieux politicien accroché au pouvoir. Il faut arrêter avec ça, parce qu'on a fait un grand fourre-tout, Obama, avec les chefs d'État africains. Nkurunziza, c'est un chef d'État jeune, qui en est maintenant à son deuxième mandat élu. Ceux qui prétendent le troisième n'ont pas lu la Constitution. À la fin des accords d'Arusha, son premier mandat n'est pas un mandat électif. Il a été désigné par ces accords. Il a derrière lui un parti moderne. Il a des gens jeunes et modernes, comme les frères Niyamidze notamment, le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement. Il a une grande série de partis au Burundi derrière lui. Nkurunziza, on va quand même le rappeler, ça sera ma conclusion, pour dénoncer l'immonde culot des Américains, des Belges qui ont organisé le génocide dans les têtes des Hutus et des Tutsis pendant tout le mandat colonial et pendant les 20 années qui ont suivi, pour dénoncer le culot des Français qui sont responsables très probablement de l'autre génocide, celui du Rwanda. Eh bien, tous ces gens, évidemment, donnent aujourd'hui des leçons au Burundi, disent qu'il y a un risque de génocide. Ce sont les responsables des génocides à partir de la fin des années 60. Il faut quand même rappeler l'histoire tragique du Burundi et du Rwanda parce qu'elle est indissociable. Il n'y a pas eu que le génocide des années 94 et suivantes. Il y en a eu combien dans les années 60, dans les années 70? Il est temps que tout ça s'arrête. C'est ce qu'ont compris les citoyens du Burundi. Je leur offre avec toute ma sympathie, avec tout mon soutien, et je leur dis franchement, vous n'êtes plus seuls. Merci Luc Michel. Moi je retiens ce ton très mélancolique qui est le vôtre, qui a failli m'arracher une larme. Une larme à l'œil. Merci pour cette intervention. Stéphane Tshumbu, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais on a quand même l'impression qu'il y a des morts du côté du Burundi. Récemment encore, il y a une information rapportée par Le Monde Afrique. Nous irons très vite, parce que normalement nous devrions être partis d'ici. On nous fait comprendre qu'il y a eu des affrontements, alors même que jeudi à Bujumbura, les émissaires de l'Union de l'ONU étaient du côté de Bujumbura. Il y a eu d'autres affrontements. Un adolescent a été tué et Le Monde Afrique précise que c'est par les soldats. Il a été assassiné, tué par les soldats. Voilà. Mais moi j'ai peur d'une chose, c'est de la manipulation de la presse, parce que quand on a suivi tout ce qui s'est passé en Libye, on prend quand même certaines informations aujourd'hui par les pincettes. On a peur à un certain moment quand on nous dit que Pierre Nkurunziza est en train de massacrer son peuple, quand on considère l'exemple libyen. Vous faites bien de poser cette question à Michel Guéna. Moi, je pense que j'ai été victime de la question du Burundi ici. Je n'ai jamais soutenu le président Nkurunziza. Bien sûr. Je défendais parce que, moi, avec ma formation juriste, où on nous enseigne dans le droit constitutionnel que la Constitution est un droit fondamental qu'il faut respecter ici. Et sur ce clivage-là, je défendais mon mordicus que la position que Nkurunziza avait était une très mauvaise position. Mais ce qui m'interpelle, c'est que j'ai pris un recul après. Lorsque j'ai vu toute cette batterie médiatique occidentale qui essaie de s'opérer et de noircir le président Nkurunziza, que non, c'est l'homme qu'il faut dégager, qu'il est très dangereux, il est en train de massacrer. Je me suis dit, c'est le même chemin qu'on a utilisé pour les autres présidents qu'on a assassinés. Donc, il faut avoir un recul et regarder justement qu'est-ce qui se passe. Mais interpellons déjà les accords d'Arusha. Il y a un vide juridique à l'intérieur. Ils l'ont fait à dessein et exprès. Parce qu'ils savaient, justement, ça devait être un moyen de chantage et de pression sur M. Nkurunziza qui ne devait pas s'ouvrir à d'autres marchés. Pourquoi ils ne l'ont pas bien ficelé? C'est parce que, justement, on savait que on devait arriver à ce stade-ci où on devait dire à M. Nkurunziza qu'il n'a pas le droit de se présenter.
Donc, Alain Michel Yena, moi je pense qu'il y a une volonté conspirationniste de tout le bloc occidental de pouvoir renverser M. Pierre Nkurunziza. Lorsque nous avons donc cette analyse venant des médias occidentaux qui nous présentent M. Nkurunziza comme un diable, faisons très attention. En réalité, nous serions en train de satisfaire justement les vérités de ceux-là, parce que pour eux, leur volonté, c'est que dans la région des Grands Lacs qui constitue un enjeu géopolitique, il faut justement écarter M. Nkurunziza et positionner là-bas, à la tête du Burundi, quelqu'un qui pourra être en odeur de sainteté avec ceci. Aujourd'hui, ils sont en train de brandir le spectre de génocide qui va se faire au niveau du Burundi. C'est à dessein, ils le font parce qu'ils savent. Pourquoi ils le font aujourd'hui? C'est pour préparer justement le massacre qui va se faire et mettre à la tête de M. Nkurunziza et justement que la CPI commence à l'interpeller pour l'arrêter parce que ce truc a été fait. Mais attendez un peu, vous parlez des morts qui sont en train de tomber. Justement, je suis d'accord. Lorsqu'une âme se meurt, c'est l'humanité qui... Lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Je peux comprendre cette démarche-là. Mais Nkurunziza, prenons aussi la notion de légitime défense. Vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on accuse M. Babo de tout. Mais M. Babo ne s'est jamais levé pour attaquer, ou bien pour pouvoir détruire. S'il avait voulu le faire, il devait attaquer ou bien bombarder l'hôtel de Goff. Mais on l'a attaqué. Et vous ne pouvez pas nier la légitime défense qui est reconnue aussi par le droit. Quand vous vous sentez attaqué, et que vous avez dans une posture, vous avez le droit de vous défendre à l'Indiana. C'est un droit indéniable qu'on doit reconnaître à tout être humain. Et pourquoi vous discutez de ça? Et pourquoi vous ne voulez pas admettre aussi que M. Pierre Nkurunziza est en face d'une rébellion qui s'organise? Des gens qui s'organisent à vouloir arracher une élection qu'il a gagnée. Parce qu'on n'est pas clair avec ce qui s'est passé. Il fallait donc trancher avec les accords d'Arusha. Donc les accords d'Arusha ont été ficelés, ont été organisés de manière scientifique, afin que justement on puisse faire, ce soit un moyen de chantage et de pression pour mettre sur M. Pierre Nkurunziza. Alors, nous, Africains et panafricanistes, lorsque l'Occident s'élève pour rejeter quelqu'un, faisons très attention. Il ne suffit pas de se mélanger avec ceci et dire que celui-là est mauvais. Non, moi je pense qu'il y a une autre volonté, il y a d'autres enjeux que nous devons creuser aujourd'hui et comprendre justement. Et l'enjeu c'est que Nkurunziza ne fait plus partie, l'homme n'est plus l'homme avec qui on doit traiter, avec l'homme avec qui on va pérenniser cette politique machiavélique. Donc il faut le dégager, c'est ça l'enjeu. Donc je pense que des Africains sincères et ceux qui comprennent aujourd'hui la géopolitique mondiale devraient comprendre que la question du Burundi est une question où des prédateurs ont décidé d'écarter Nkurunziza pour justement refaire une place. D'accord, j'insiste sur la même question avec vous, M. Simo, parce que j'ai été l'une des personnes les plus attristées après la mort de Muammar Kadhafi, parce que j'étais, je vais l'avouer ici, l'une des personnes qui était tombée dans le piège médiatique des médias mensonges et qui avait été arrivé jusqu'à dire que si j'avais ce monsieur en face de moi, je le tuerais de mes propres mains parce qu'on nous présentait les Libyens qui mouraient comme des fourmis. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était de la manipulation. Je veux être d'accord que le président Nkurunziza ne soit pas cette personne-là qui devrait marcher sur les cadavres. Mais en même temps, j'ai des réserves. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Comment vous analysez l'actualité burundaise? Monsieur Alain Yena, vous savez bien, j'ai toujours l'habitude de dire que le chien ne change pas facilement sa manière de s'asseoir. Si nous, Africains, on était assez intelligents, on devait voir les démarches de ces gens pour voir que ça se passe à tous les niveaux. Vous vous rappelez bien, quand on a noirci Kadhafi, mais ça dit s'il y avait autre produit plus noir que le noir, mon Dieu, on l'aurait effacé, même sans le tuer. Malheureusement, pour eux, il ne risque que le noir. Et pour arriver, on l'a amené à la guerre, on l'a tué en mondiaux pour prouver comment il était l'assassin, l'homme dangereux et tout. Et les Africains ont applaudi. Quand on a montré son cadavre, les Africains ont applaudi. Bien sûr. Monsieur Yedna, je vais vous rappeler une chose. On parle aujourd'hui de Nkurunziza. On vous dit il y a des morts, il y aura le génocide. Mais monsieur, j'aurais préparé un cheminement normal pour à la fin dire que c'est lui. Si, je voudrais même vous dire une chose. Son nom est déjà à la haie. Vous pouvez tous que son nom est déjà à la haie. Son nom est à la haie. Même ça que les Boyens n'ont parce qu'on a décidé que ça va être ainsi. L'Occident ne font jamais. Je leur dis toujours, à force de trop faire des calculs, on finit par trouver des mauvaises solutions. Et ça va arriver n'importe comment. L'Occident va se trouver dans la merde en Afrique parce que
Dieu l'a dessiné. La manière dont ces gens fonctionnent avec l'Afrique, c'est incroyable. Partout où ils passent, quand on parlait de l'ONU, montrez-moi un seul pays où l'ONU a mis de l'ordre. Mais s'ils vont au Burundi là, mais c'est pour organiser la mafia, pour tuer, pour assassiner et mettre sur le dos de Kourouziza. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand j'entends les gens dire que oh Kourouziza, c'est un machin, je dis c'est très bien. Mais c'est la parole de l'Occident contre celle de qui? Qui est là pour juger, pour prouver le contraire? Personne. Ils ont tous les moyens d'intoxication et Bien sûr. Le seul moyen en Afrique, c'est malheureusement Afrique Média qui, ce sont encore les pseudos, je ne veux pas dire intellectuels parce que c'est diplômés, parce qu'ils ont tout un lot de diplômes dans des valises, ils sont contents, ils se prennent pour des intellectuels. Ce sont eux qui nous critiquent. Malheureusement, ils ne vont pas loin parce que c'est des gens qui sont même unijambistes en matière de réflexion. Ils ont je ne sais pas, une perte de mémoire. C'est-à-dire on a nettoyé leur cervelle de sorte que je ne voudrais pas dire qu'il y a la boue à la place parce que c'est des gens qui raisonnaient un peu. Ils ne pouvaient pas. Permettez-moi, monsieur. Allez-y. Donc, je voudrais dire que c'est des gens qui, généralement, ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, demain, l'histoire va nous donner raison parce que je suis convaincu que Kourouziza, je ne vois pas un seul chef d'État le plus méchant du monde qui accepterait de voir les gens mourir devant lui et rester insensible. C'est pas possible. Je voudrais qu'on me démontre un seul cas où quelqu'un allie les gens comme ça, les tue. À mon vision. Non, laissons l'histoire de pasteur. Ça passe rien ne débat. À mon vision. S'il vous plaît, Père Sadio, allez-y. Merci, monsieur le modérateur Sadio. Merci pas vous que S'il vous plaît. Donc, je voudrais dire la chose suivante. Je disais, qui que ce soit, de me montrer un chef d'État qui n'aime pas son pays au point d'aligner les gens, ses enfants devant lui pour les tuer au nom de l'Occident. Il faut qu'on arrête un peu. L'Occident est en train de tout faire pour nous mener là où il souhaiterait qu'on y arrive et démontrer aux yeux du monde qu'on n'est que des idiots. On peut nous tenir n'importe où par le bout du nez. Où se trouve la base arrière de ceux qui luttent contre Kourouziza? Pourquoi on ne parle pas de ça sur les plateaux télé? On ne connaît pas la base arrière. C'est pas au Rwanda. Et comme c'est au Rwanda, ça ne peut pas ouvrir les yeux de l'intelligence de tous les Africains qui soutiennent cette affaire-là. Voir le projet qu'il y a derrière. Alors moi j'ai écouté mon ami Ndiamène. Alors j'ai bien dit que j'avais peur que les arguments que je développe depuis aboutissent normalement à la célébration de l'impérialisme. Derrière la lutte pour la démocratie, on célèbre l'impérialisme. Alors on dit que qui signe les contrats donnés à M. Bolloré? Qui signe ces contrats, c'est le président. Ok, mon cher ami Ndiamène. Mais ceux qui ont refusé de signer, quels sont leur été réservés? Kadhafi a refusé de signer, on l'a fait quoi? On leur a fait quoi? Pourquoi vous n'êtes pas allé empêcher ça? Vous qui êtes très fort. Gbagbo a refusé de signer, on l'a fait quoi? Il est déporté à La Haye. Avant lui, ceux qui ont refusé de signer, on les a fait quoi? On les a assassinés et tués. J'aimerais voir quand vous serez au pouvoir. Quand vous aurez une balle sur votre tête, je veux bien voir si vos discours là sont de la démagogie. Il y a quand même ce qu'on appelle la vérité des situations. Qu'un homme politique qui en plus se prétend être humaniste, devrait tenir compte quand il parle des autres. Même les pays adversaires de M. Kourouziza aujourd'hui reconnaissent qu'il avait légalement droit à ce mandat-là. Pierre Bouyola l'a reconnu. Mais quand même, arrêtons un peu ça. Il a reconnu. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Et là je termine avec les enjeux économiques et géopolitiques. M. Kourouziza a remboursé la dette de son pays par rapport à la France. Il y a un économiste qui est venu ici vendredi, docteur Alaka, qui a apporté les chiffres économiques clairs sur ce plateau ici, pour rappeler l'enjeu économique de cette affaire. Il a remboursé par rapport à la France. C'est terminé, il a remboursé la dette de son pays. Ce monsieur refuse de s'aligner sur le projet diabolique de dépecer la RDC. Il a refusé. Voilà un de ses principaux problèmes. S'il faisait comme Kagame, le président Kagame, et celui qui est là en Ouganda, ce monsieur dormirait en paix. On veut qu'il soit un cheval de Troie pour diviser la RDC. Il a refusé de le faire. Et il s'est ouvert à la Chine. Il s'est ouvert à la Chine. Pour signer des accords avantageux pour son pays. On ne veut pas entendre que tu sois un cheval de Troie dans le coin là pour faire entrer la Chine là-bas. Voilà la mort de Kourouziza. Et le même lobby catholique belge qui agit à RDC, c'est elle qui agit au Rwanda, c'est elle qui est en train d'agir au Burundi que le Kourouziza. Ce sont les faits historiques. Alors je termine avec cette affaire. Alors, subitement, le monde entier a du respect pour la vie. Oh là là, mon Dieu. Les Américains découvrent que la vie est importante. Ils en ont tellement massacré au Vietnam. Et là-bas, c'était les chiens, hein? C'était les chiens. Alors, ils découvrent subitement que la vie est importante. Le monde aussi découvre que la vie est importante. Ils en massacrent tellement en Syrie, mon frère Saint-Germain. 200 000 morts pour établir la démocratie en Syrie. Formation des rebelles et tout, armée, Daesh et tout pour la démocratie. Vous avez... Mais où sont vos yeux?
Où sont vos yeux? Alors si on veut prévenir le génocide dans le monde, mais qui a universalisé le génocide dans le monde entier? N'est pas les Occidentaux? Alors ils trouvent que c'est mauvais, on peut se repentir sur le tas, mais de grâce, arrêtez ce chantage-là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On diabolise un homme qui refuse de se prier à l'Occident. On le diabolise. Et si sur cette terre, la vérité existe, il s'en sortira. Et le Burundi va rester debout. Et je soutiens mon ami Luc Michel sur cette position par rapport à la question du Burundi. D'accord. Merci beaucoup, Président Bandakani. C'est toute la peur, c'est toute la réserve des Africains, parce que on sait comment l'Occident fonctionne quand il s'agit de déposer un dirigeant, un dictateur comme il l'appelle. Et c'est toute la réserve des Africains qui ne soutiennent pas pour autant le fait, les morts s'il y en a au Burundi. Rapidement, monsieur Aoum. Oui, je continue dans la liste, dans la lancée de mon ami Bandakani. D'abord, rappelons les faits, qui sont là, les faits historiques, et qui constituent les enjeux du problème. Le fait que Pierre Nkurunziza ait épuré la dette du Burundi contre la France a libéré le Burundi des chaînes de la servitude. Premier problème. Deuxième problème, le Burundi, Pierre Nkurunziza a refusé que le Burundi participe à l'implosion du Congo démocratique. Deuxième problème. Troisième problème, Pierre Nkurunziza a fait en sorte que le Burundi cesse d'être la plaque tournante des trafics divers, des richesses illicites du Congo démocratique. Troisième problème, de fond. Il y a ce flou juridique dont mon ami Bandakani et Stéphane ont souligné ici, qui en réalité apparaît maintenant comme ayant été un traquenard. Effectivement, lorsque Nkurunziza a fait ce passage en force, pour corroborer ce qu'ils disent, on a quand même été très étonné du silence assourdissant de la communauté internationale autoproclamée. Or, les Burundais contestaient déjà cela, ce passage en force. Mais la communauté internationale autoproclamée est restée sourde, muette, aveugle, pour subitement retrouver la lucidité, la parole, et une nuit hyper fine, au moindre gémissement des Burundais. Non, il y a quelque chose qui n'est pas net là-dedans. Lorsque Nkurunziza refuse l'intervention onusienne, il a un précédent devant sa porte, c'est-à-dire le Congo démocratique, où l'ONU a échoué dans sa mission. Et le président Joseph Kabila a dit non, emballez vos affaires et rentrez. C'est fini. Nous allons gérer ce problème-ci. Avec les lances et les bâtons. Ils ont refusé. Ils y sont toujours. Ils ont refusé. Face donc à ce précédent historique, qui est sous ces yeux-là, Nkurunziza a donc dit, je ne veux pas de l'ONU. Parce qu'il sait que cette ONU-là est en réalité la couverture diplomatique des anciennes puissances impérialistes, du moins des anciennes puissances coloniales, toutes les puissances impérialistes actuelles, qui veulent leur part de gâteau. Parce que Nkurunziza a eu le toupet de signer des accords avantageux de coopération avec la Chine au détriment des multinationales. D'où sa sérénité. Il sait parfaitement qu'au cas où il ferait des concessions aux multinationales, alors on ne le tient pas. On lâchera, ils lâcheront certains partis d'opposition et la société civile qu'ils ont sponsorisés. Ça, il le sait. C'est pour ça qu'il le sera. L'Union africaine, quand il a des réserves sur l'Union africaine, nous savons, certains intervenants qui m'ont précédé l'ont dit, l'Union africaine, et lui Michel l'a dit, l'Union africaine qui est sponsorisée par l'Union européenne ne fait que lire le discours de l'Union européenne. Il est un chef d'État. Il sait parfaitement comment l'Union africaine a géré les agressions impérialistes en Côte d'Ivoire et en Libye. Ça également, il n'a pas oublié. Si certains veulent se faire de l'amnésie politique et historique, c'est leur problème. Nkurunziza ne le fait pas. Donc, en fait, ce que moi je peux suggérer pour le bonheur du Burundi, moi je suggère que Nkurunziza accepte d'organiser un dialogue inclusif avec l'opposition.
toute l'opposition toute la classe, voilà. et toute la société civile afin de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale et pour qu'il peaufine le processus électoral, tant soit peu que ce processus électoral ne serait pas démocratique, donc qu'il le peaufine et afin que le sang cesse de couler et que le Burundi ne bascule pas dans un bain de sang inutile et que les bases saines d'une émancipation du Burundi qu'il est en train de poser ne soient pas balayées par toutes sortes de vampires qui vont se cacher derrière une soi-disant violation de la démocratie et de l'homme. C'est ce que moi je souhaite. Vraiment qu'il organise un dialogue inclusif le plus tôt possible pour une union nationale pour que le Burundi soit dans la paix et jouisse de ses efforts. D'accord. Bonsoir à tous.